Tu sais pas ce qu'est un fichier RAW ou tu voudrais en avoir une vision plus claire? Il a été réservé pendant un temps aux appareils photo haut de gamme pour avoir accès à toutes les données de leur capteur. Et maintenant, il est accessible même depuis ton smartphone. Je te donne toutes les infos pour que tu puisses choisir RAW ou JPEG en toute connaissance de cause. On y va. La première chose à savoir, c'est que le format RAW, c'est pas une image. RAW signifie brut en anglais. On l'appelle comme ça car c'est toutes les données brutes que le capteur de ton appareil a enregistrées quand tu as pris ta photo. C'est l'équivalent du négatif argentique si ça te parle plus. Il existe plusieurs tailles de fichiers RAW qui varient en fonction du nombre de couleurs ou de gris que ton appareil photo peut capter. Cette taille est mesurée par couche d'informations dans ton image. 12, 14, voire 16 bits pour certains appareils. C'est la quantité de détails que ton appareil photo peut voir. Ça influe principalement sur la plage dynamique de ta photo, le niveau de détail capté dans les ombres et les hautes lumières, et sur le nombre de nuances de couleurs dans ton image. Je vais pas te faire un cours de maths, mais pour que tu te rendes compte, je vais te donner quelques chiffres. Un bit, c'est deux couleurs, le noir et le blanc. 4 bits, c'est 16 dégradés de gris ou de couleurs différentes. 8 bits, c'est 256 nuances de gris ou de couleurs. 12 bits, c'est 4096 couleurs ou dégradés de gris. 14 bits, c'est 16 383 nuances de gris ou de couleurs. 16 bits, c'est 65 536 couleurs ou niveau de gris. La différence entre un JPEG 8 bits et un RAW 12 bits est donc énorme. La plupart des appareils enregistrent les RAW en 12 ou 14 bits. Certains te laissent même le choix entre les deux, et quelques-uns vont jusqu'à 16 bits. Ça ne veut pas dire que tu dois absolument opter pour la taille maximum de RAW, il faut juste savoir que ça t'offre plus de latitude en post-traitement. Chaque marque d'appareil a sa façon propre de nommer ses RAW et d'organiser comment les données sont compilées. Qu'ils s'appellent CR2, NEF, ARW, ORF, etc., ce sont bien des fichiers RAW et il faudra passer par un logiciel de développement avant de pouvoir les utiliser. Un RAW ne s'utilise pas tel quel, il faut obligatoirement le faire passer dans un logiciel de post-traitement, ou dérotiseur comme on l'appelle aussi. Ces logiciels lisent et interprètent les données du fichier RAW pour te restituer une image. Dans ces logiciels, tu as accès aux données complètes du RAW de ta photo et à tout un tas de réglages. À cette étape, tu peux modifier une partie de ta photo pour donner un rendu réaliste à ton image finale ou la personnaliser de façon plus créative. C'est seulement après que tu pourras l'exporter en JPEG pour l'utiliser et la diffuser en tant qu'image. Il y a du choix en ce qui concerne les logiciels de post-traitement ou de leur appellation exacte, de dématrissage si tu préfères. Il faut savoir que chaque logiciel t'affichera une image différente à partir du même fichier RAW. Le logiciel interprète les données du RAW et te montre une version plus ou moins proche du résultat que tu attends de ta photo. En peaufinant les réglages et en développant la photo à ton goût, la plupart du temps, tu auras quasiment le même résultat final, peu importe ton point de départ. Choisis ton logiciel de post-traitement surtout pour ses fonctionnalités et selon tes préférences en matière d'utilisation. Certains te permettent de gérer une bibliothèque d'images facilement, alors que d'autres sont plus précis en termes de gestion de couleurs par exemple. Trouve celui qui correspond le plus à tes priorités. Privilégie aussi l'ergonomie de l'interface. Il faut qu'il soit le plus intuitif possible pour que tu sois à l'aise avec et que tu optimises son utilisation sur tes photos. Quand on parle de développement photo, on entend souvent « Ok, mais moi je ne veux pas retoucher mes photos, je ne triche pas, j'utilise celles qui sortent directement de mon appareil. » Mais c'est mal comprendre ce qu'est le développement photo. Il faut quand même savoir que le JPEG de ton appareil n'est pas la vérité absolue. Et même si ça ressemble beaucoup à ce que tu as vu quand tu as pris ta photo, c'est déjà une version traitée par le micro-logiciel de ton appareil, plus ou moins bonne selon ton appareil. J'ai commencé dans un labo argentique, et à l'époque, c'était déjà pareil. Quand on m'apportait une pellicule à développer, elle passait d'abord dans une développeuse avec plusieurs bains de chimie pour en faire un négatif et qu'il puisse être exposé à la lumière. Le négatif était ensuite inséré dans une tireuse qui, à l'aide d'une ampoule puissante, éclairait une à une les photos que contenait le négatif. L'imprimait sur le papier, qui lui aussi passait dans plusieurs bains de chimie, pour révéler et stabiliser l'image sur le papier, et c'est seulement après ce processus qu'on obtenait une image sur papier. Il y avait bien un mode auto sur la tireuse, pas vraiment fiable d'ailleurs. On passait moins de temps à ajuster manuellement et on obtenait de bien meilleurs tirages. On pouvait agir sur l'exposition, le contraste, la température et la teinte de la photo, en jouant sur la puissance de l'ampoule et la variation du cyan, du magenta et du jaune. Et on pouvait aussi recadrer les photos. La plupart du temps, ces ajustements étaient très légers mais produisaient une meilleure qualité d'image finale. Aujourd'hui, c'est la même chose avec les logiciels de développement numérique. On a accès à des outils beaucoup plus performants qu'avant et l'avantage c'est qu'on n'a plus à déléguer, sauf si les JPEG que produit ton appareil te suffisent. Et dans ce cas-là, c'est toi qui vois. Quand on entend développement numérique, on a tendance à faire l'amalgame avec retouches lourdes et traitements poussés, alors que ça ne l'est pas nécessairement. Ça, c'est un choix créatif. Dans tous les cas, ce n'est pas tricher que de finaliser une photo en post-traitement pour qu'elle ressemble à ce que tu as imaginé quand tu as déclenché. Ça, c'est de la photographie.
Avant de te lancer tête baissée dans une solution ou l'autre, de continuer en JPEG ou de passer en tout RAW, je vais te donner les différences majeures de ces deux formats. Un des plus gros avantages du RAW est de pouvoir modifier la balance des blancs, la chaleur et la teinte de ta photo, sans aucune dégradation de ton image, contrairement au JPEG sur lequel tu ne peux quasiment pas agir. Le RAW capte plus d'infos dans les ombres et les hautes lumières que le JPEG. Il a une plus grande plage dynamique, ce qui veut dire que tu as plus de détails dans les parties très sombres et très claires de ta photo. Tu as accès à une palette de couleurs plus large sur un RAW, et donc une meilleure qualité de dégradé de couleurs. Ça te permet d'ajuster plus finement la teinte, la saturation et la luminance des couleurs de ton image. Avec le RAW, tu peux régler finement la réduction de bruit, et donc diminuer au maximum les parasites que ton capteur produit en ISO élevé ou en sous-exposition. Tu peux aussi renforcer la netteté et gérer le lissage du grain de façon beaucoup plus précise que ton boîtier ne le fait sur un JPEG. Tous les traitements que tu appliques sur un fichier RAW ne sont pas définitifs. Tu peux revenir sur ta photo à tout moment pour corriger, améliorer ou avoir un traitement complètement différent. En revanche, prépare-toi à avoir de l'espace de stockage quand tu shootes en RAW. S'il y a plus de données, il y a également plus à stocker. Tu auras des fichiers beaucoup plus lourds que des JPEG. D'autant plus que tu dois forcément créer des JPEG après avoir développé tes RAW pour les utiliser en tant qu'image, ce qui augmente forcément l'encombrement de tes disques durs par rapport aux JPEG seuls. Il faut que tu prévois du temps pour traiter tes RAW. Ça te rajoute automatiquement une étape entre la prise de vue et la disponibilité de tes photos. Cette étape prend plus ou moins de temps en fonction du traitement que tu fais sur tes photos. Ça varie de quelques secondes à plusieurs heures pour certaines d'entre elles. Quoi qu'il en soit, les RAW te prendront du temps dont il faudra tenir compte quand tu veux partager tes photos. Si on se base uniquement sur la qualité d'image, oui, le RAW c'est beaucoup mieux. Mais il n'y a pas que la qualité d'image qui compte en photo. Tu peux avoir une super qualité d'image totalement inintéressante. Ensuite, tout dépend de tes préférences personnelles et de ce que tu fais de tes photos. Si tu fais partie des personnes qui veulent uniquement prendre des photos et qui ne veulent pas passer de temps à les traiter, le RAW n'est peut-être pas fait pour toi. À mon sens, il vaut mieux continuer à faire quelque chose que tu aimes plutôt que de t'imposer des contraintes qui ne sont pas indispensables. Tu risquerais de te lasser. D'autant plus que la qualité des JPEG de la plupart des boîtiers récents est très bonne. Après, je te conseille quand même, si le stockage informatique te fait pas peur, de prendre tes photos en RAW plus JPEG, que tu veuilles shooter uniquement en JPEG ou en RAW. Dans un cas, ça te laisse la possibilité de revenir développer tes photos depuis les RAW si tu en as besoin, et de l'autre, d'avoir des JPEG de bonne qualité exploitables immédiatement. Tu pourras supprimer les JPEG en trop une fois tes RAW traités. Prévois quand même du stockage supplémentaire avec cette alternative. La première fois que tu ouvres des RAW dans un logiciel de dématrissage, ça peut surprendre. Tes photos te paraîtront fades et toutes grisonnantes par rapport aux JPEG que tu as l'habitude de voir, voire même à ce que tu as vu sur l'écran de ton appareil. Et c'est normal. Les JPEG que tu as en sortie de boîtier ont déjà un traitement appliqué par ton appareil photo, pour les rendre utilisables directement. Et même quand tu shootes uniquement en RAW, c'est une miniature JPEG qui est affichée sur l'écran de ton appareil. En RAW, aucun ajustement n'est fait et les données sont compressées pour réduire au maximum la taille des fichiers. C'est pour ça qu'elles paraissent toutes délavées. Le principe est que c'est justement à toi de redonner vie à tes photos, avec toutes ces données en post-traitement. Pour savoir quel format tu dois utiliser, il faut que tu te poses la question de tes priorités. Rapidité, haute qualité ou précaution. Et si tu acceptes certaines concessions. Avec le JPEG, tes photos seront disponibles immédiatement après la prise de vue et peuvent recevoir quelques légères améliorations. En RAW, tu te rajoutes une étape en plus, mais tu augmentes les possibilités de créer des images d'exception et tu prends la main sur tous tes réglages. Et tu as également l'option RAW plus JPEG, qui allie le meilleur des deux, si tu ne crains pas les disques durs. Comme d'habitude, tout dépend de ce que tu fais de tes photos. En ce qui concerne la photo pro par contre, je tiens quand même à te dire que j'ai jamais connu de photographe qui ne shootait que en JPEG. Je n'ai vraiment rien contre les JPEG. Dans une utilisation privée, je m'en sers très souvent. La qualité est très bonne, mais mes RAW sont toujours là en cas de besoin. Ça permet de corriger les erreurs de jugement de l'appareil, rattraper une expo limite, ou pour réduire plus finement le bruit des photos à ISO élevé. RAW ou JPEG, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est ton choix. Assume de shooter uniquement en JPEG si c'est ce qui te correspond le plus, et n'en fais pas tout un roman si tu traites tous tes RAW. C'est un choix créatif, s'il est fait en toute connaissance de cause. Teste, compare, mais surtout, prends des photos. Si t'as aimé cette vidéo, pense à t'abonner. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.